Bonjour tout le monde, hello everyone. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle conférence virtuelle organisée par l'Initiative et Société de l'Université d'Ottawa et le CERCRID de l'Université Saint-Étienne. I'm delighted to welcome you today for a new virtual talk hosted jointly by the University of Ottawa and the Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Florian Martin Barito. Je suis professeur agrégé à l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche en technologie de société. Je suis également directeur du centre de recherche en droit, technologie de société et de l'initiative IA et Société. Et j'ai le plaisir de co-organiser l'événement d'aujourd'hui avec ma collègue Mouna Mounsif Moungash, qui est maître de conférence à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et la directrice adjointe du CERCRID dans cette université. Pour l'événement d'aujourd'hui qui s'inscrit, qui est le deuxième événement d'une série que nous co-organisons avec ma collègue donc Mouna dans le cadre d'un projet financé par le Fonds France-Canada pour la recherche. Et dans l'attente de nous retrouver très prochainement, nous l'espérons, en présentiel avec pour des échanges transatlantiques, nous avons donc débuté le mois dernier cette série de conférences virtuelles que nous avons intitulées les dialogues France-Canada en IA. Donc, pour l'événement d'aujourd'hui, pour le dialogue d'aujourd'hui, nous vous avons invité pour une conversation sur l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale, notamment par les forces de police, autour d'un rapport publié l'année dernière par la professeure Céline Castérenard, qui sera notre première conférencière aujourd'hui. La professeure Castérenard est professeure titulaire à l'Université d'Ottawa. Elle est titulaire de la chaire de recherche de l'université sur l'intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale. Elle est également membre du centre de recherche en droit, technologie et société. Et elle est également, précédemment, elle était professeure à l'université Toulouse-Capitole et également titulaire de la chaire de recherche du gouvernement français Law, Accountability and Social Trust in AI au sein d'ANITI, l'un des 3 IA financés par le gouvernement français. Et c'est également l'une des chercheurs de l'Obvia à l'université Laval, via lequel elle a d'ailleurs publié ce rapport important l'année dernière. Et après donc les propos de la professeure Castérenard, vous aurez le plaisir d'entendre 2 autres perspectives. Une première par Eliette Ruby-Cavana, la professeure Ruby-Cavana, qui est professeure de droit privé et sciences criminelles à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et co-responsable de l'équipe production et interaction normative au sein du CERCRID, donc le Centre de recherche critique sur le droit de l'Université de Saint-Étienne, suivi d'une autre perspective, cette fois-ci plutôt technique, par le professeur Thierry Fournel, qui est également de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et qui est responsable de l'équipe Image Science and Computer Vision au sein du laboratoire Hubert Curien, qui est également une UMR CNRS Jean Monnet. Donc, sans plus attendre, je vais partager les slides de la professeure Castérenard. Et je vous inviterai, donc pour le moment, vous êtes tous avec le micro qui est fermé. Je vous inviterai à poser vos questions dans le chat, si vous en avez, ou néanmoins après les 3 présentations, quand nous aurons débuté la partie de conversation. Si vous voulez, vous pourrez allumer votre micro et votre caméra pour poser vos questions. Néanmoins, dans ces cas-là, je vous rappellerai que vous serez sur l'enregistrement. Donc, si vous ne souhaitez pas être enregistré, posez vos questions dans la conversation, dans le chat, et je poserai les questions à nos conférenciers de votre part. Sur ce, professeur Castérenard, vous devrez pouvoir prendre le contrôle des slides. Parfait. Et donc, je vous donne le micro virtuel. Je vous en prie. Merci beaucoup, Florian Martin Barito, et merci beaucoup, Mona Mounsif Moungash. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Je suis vraiment très honorée de participer à ces échanges France-Canada.
Et je suis aussi vraiment ravie d'avoir l'occasion de discuter avec mes collègues Eliette Ruby-Cavagna et Thierry Fournel, que je remercie vraiment très sincèrement de venir apporter à la discussion parce qu'il y a tellement d'aspects complexes qu'il est très difficile d'aborder tout par soi-même. Et très honnêtement, je n'ai pas du tout de compétences en droit pénal, encore moins en technique. Donc, j'ai bien hâte d'entendre leurs perspectives pour enrichir les débats et la connaissance de toutes et tous. Je salue, j'ai vu qu'il y avait quelques anciens étudiants et quelques collègues dans les participants, donc je salue mes collègues. Donc, comme Florian l'a mentionné, effectivement, la présentation se base sur un rapport qui a été fait en septembre dernier sur l'utilisation de la reconnaissance faciale. Donc, ce rapport euh, euh, présente essentiellement le droit québécois et canadien, en présentant aussi des éléments de comparaison sur le droit états-unien et sur l'Europe, en particulier sur le RGPD, mais surtout sur la directive police-justice. Donc aujourd'hui, pour les fins de la présentation, je vais me concentrer sur le Canada, mais si vous le souhaitez, on pourra revenir dans les questions, dans les débats, on pourra revenir à d'autres perspectives. Donc, très rapidement, simplement pour installer le sujet, je vais donner quelques éléments de définition de la reconnaissance faciale sans prétendre vraiment expliquer techniquement la façon dont les choses se passent et je compte sur Thierry pour le faire. Ce que je voudrais simplement signaler, c'est que la reconnaissance faciale n'est pas définie dans les textes canadiens. Donc, il faut s'en remettre à une approche technique. Et en principe, le plus souvent, dans une approche un petit peu générale, on considère que trois technologies sont associées pour pouvoir faire de la reconnaissance faciale, pour avoir un outil de reconnaissance faciale. Il faut des techniques biométriques qui vont permettre d'analyser ce qu'on appelle les points nodaux, donc les points caractéristiques des visages, que l'on va ensuite associer par le biais de la cartographie pour faire ce qu'on appelle un gabarit. Quand on fait cet exercice à grande échelle avec une multitude d'images, on a aussi besoin d'apprentissage automatique ou machine learning pour pouvoir justement faire coïncider les gabarits avec des images qui arriveraient. Donc, quand on est un service de police et que l'on cherche à faire de la reconnaissance faciale, on va pouvoir voir la correspondance finalement entre les gabarits que l'on pourrait déjà avoir issus des bases de données que l'on détient, avec des images qui arriveraient, des images de personnes soupçonnées par exemple, des images de vidéos aussi. On peut tout à fait utiliser, extraire des images de vidéos pour faire de la reconnaissance faciale. Et donc, c'est un principe de correspondance qui va pouvoir se mettre en œuvre. Alors évidemment, toute la question que l'on va poser par rapport à l'utilisation de ce type de technologie par la police ou par tout organisme d'ailleurs, c'est de savoir d'où viennent les informations, d'où viennent les bases de données et à partir de quelle base de données on va faire cette correspondance et on va chercher à reconnaître les personnes. Alors, reconnaître les personnes, ça peut vouloir dire les authentifier ou les identifier. Je pense que cette distinction est importante dans les faits, même d'un point de vue juridique. On considère que l'authentification permet de vérifier que la personne qui se prétend être telle personne est bien cette personne-là. Donc, par exemple, c'est le procédé qui est le plus souvent utilisé quand on veut accéder à des bâtiments sous contrôle. Et donc, on vérifie que la personne qui a un badge est bien la personne qui se présente. Donc, on vérifie la correspondance, la concordance entre le badge et le visage. Et c'est typiquement aussi ce que l'on trouve dans les aéroports. Quand on passe dans des systèmes automatisés, on vérifie la correspondance entre le passeport et l'image de la personne. Donc, ça, c'est un dispositif d'authentification. Dans ces hypothèses-là, on voit que la personne annonce qui elle est. Donc, on vérifie que le visage correspond à l'information que l'on a déjà en base de données, donc on l'authentifie, alors que dans le procédé d'identification, donc le deuxième moyen possible, euh,
à la base, on ne connaît pas l'identité de la personne, on ne sait pas à qui on a affaire, et donc on va chercher à l'identifier, donc on va chercher à voir à partir d'une image qui est cette personne. Donc évidemment, c'est plus intrusif dans le deuxième cas, puisqu'on n'a pas idée de qui est cette personne, à qui on a affaire, et donc la personne ne prétend pas elle-même donner son identité, contrairement à ce qui se passe avec un système d'authentification où la personne arrive en prétendant avoir une certaine identité. Donc l'identification est plus intrusive du point de vue du droit et de la reconnaissance des personnes, mais en tout cas d'un point de vue technologique, on peut utiliser la même technologie pour les deux procédés. Alors évidemment, dans la mise en œuvre d'une reconnaissance faciale, on va extraire des données pour pouvoir appliquer les techniques biométriques et donc pour faire en sorte que les données deviennent des données biométriques. Donc on va partir d'une image et donc d'un point de vue juridique, au départ, c'est plutôt le droit à l'image qui aurait vocation à s'appliquer, mais aussi le droit des données personnelles puisqu'une image est un renseignement personnel. Mais en plus de cette image, on va construire des données biométriques, on va utiliser des données biométriques et donc on va avoir finalement d'autres données qui vont s'ajouter à l'image. Donc, on a vraiment un cumul d'informations personnelles, de renseignements personnels. À partir de cette image, on aura en plus les données biométriques. Donc, j'insiste sur ces points-là parce que ça veut dire qu'on va accumuler de l'information. Et j'insiste parce que l'image est une donnée personnelle, mais n'est pas nécessairement une donnée sensible, alors que les données biométriques sont considérées comme des données personnelles sensibles. En droit européen, c'est très clair puisque ça résulte de la définition de l'article 9 du RGPD et c'est la même chose dans la directive en matière pénale, donc police-justice. En droit canadien et québécois, c'est moins clair parce que c'est pas dit, c'est pas dit tel quel dans les lois, mais ça résulte de l'interprétation des autorités de contrôle. Donc, le CP, le commissariat à la protection de la vie privée, CPVP du Canada, ou la CAI, la Commission d'accès à l'information au Québec. Donc, toutes ces autorités interprètent aussi l'utilisation des données biométriques comme étant des renseignements personnels sensibles. Alors, évidemment, cette technologie est très utile puisqu'elle va permettre une authentification ou surtout une identification des personnes. Donc, on peut imaginer qu'elle soit particulièrement attractive pour les forces de police ou gendarmerie. Et on le sait que cette technologie est déjà largement déployée au sein des aéroports. C'était l'exemple que je citais à l'instant, ou aux postes frontières. Donc, pour surveiller la circulation des personnes, ben, en principe, on est censé avoir un passeport et de plus en plus généraliser le passeport biométrique qui permet justement de mettre en place une procédure d'authentification. Donc ces usages-là, on les connaît, on les voit, donc il n'y a pas trop de problèmes de transparence par rapport à l'utilisation de ces technologies à ce moment-là. En revanche, évidemment, la police va être tentée d'utiliser la reconnaissance faciale en dehors de cette hypothèse assez visible et connue. Et donc, c'est en cela que va commencer à se poser un enjeu de transparence, parce qu'évidemment, bah, là, ça va pouvoir être, ce type de technologies vont pouvoir être mobilisées, par exemple, quand on veut faire respecter une interdiction de séjour, une interdiction de stade, une interdiction évidemment par rapport à certaines personnes qui seraient déjà identifiées par les services de police et qui seraient déjà dans des fichiers de police. Et donc, toute la question est de savoir finalement quelle information on va mobiliser, quelle personne on va chercher et dans quel lieu, et si bien sûr il y a un risque potentiel pour la sécurité. Et donc, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose de mettre en place un système de reconnaissance faciale dans des stades pour vérifier que telle ou telle personne interdite de stade ne rentre pas dans le stade, parce que finalement, on cherche à faire respecter quelque chose qui existe déjà et une interdiction qui existe déjà. Donc ça, c'est une chose, mais ça n'est pas la même chose de faire ça et, par exemple, de vouloir mettre des caméras de surveillance dans la rue et potentiellement de vouloir identifier et non pas simplement authentifier des personnes qu'on connaîtrait déjà, mais de pouvoir chercher à identifier des individus qui se cacheraient. Alors, si c'est des individus qui sont déjà connus des services de police et qui sont dans les bases de données, par exemple,
avec des risques terroristes, c'est une chose, mais la question que l'on va pouvoir se poser à l'avenir est de savoir si potentiellement on ne va pas chercher à identifier tout le monde. Et on posera alors dans ces cas-là, poussé à l'extrême, hein, bien sûr, la réflexion poussée à l'extrême, on pourra se poser la question de savoir comment les bases de données sont croisées ou sont utilisées, donc dans quelle mesure il y a un risque potentiel de croisement de données. Et si on pense aux données de l'état civil et par exemple aux données que l'on a déjà sur les passeports biométriques, bah, ça veut dire que potentiellement on a une masse d'informations sur l'ensemble de la population que l'on peut, en tout cas d'un point de vue technique, que l'on va pouvoir identifier en toutes circonstances. Donc, je caricature un petit peu la situation, mais le but ici est de poser la question de savoir ce que l'on fait de ces technologies, quel est l'objectif. Et du point de vue du droit, évidemment, ça n'est pas la même chose de faire une surveillance ciblée de personnes que l'on connaît déjà et qui sont potentiellement à risque ou qui sont déjà dans les bases de données de personnes surveillées. Donc, faire cette surveillance ciblée versus faire une surveillance massive de toute la population. Donc, les enjeux, évidemment, ne sont pas les mêmes. Et que ce soit en Europe, au Canada ou ailleurs, la difficulté ici est qu'évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations, beaucoup de transparence des forces de police. Et au Canada, on ne peut s'empêcher de penser que l'on est juste à côté des États-Unis et que la majorité pas l'intégralité, mais une bonne partie de ces outils de surveillance sont développés massivement aux États-Unis et utilisés massivement aux États-Unis. Donc évidemment, il y a toujours une pression qui est mise sur les forces de police au Canada, des entreprises privées qui les sollicitent très régulièrement pour vendre leur matériel. Et donc la question de la transparence se pose tout particulièrement au Canada, même si ça n'est pas que là, évidemment, que la question se pose. Donc, on le sait qu'il y a des risques d'un point de vue juridique, il y a des risques pour les droits fondamentaux et pour la protection des données personnelles ou renseignements personnels. Donc, j'irai très vite sur ces enjeux-là, on pourra y revenir lors de la discussion. Bien évidemment, la Charte canadienne des droits et libertés qui a vocation à s'appliquer au sujet et un certain nombre de droits sont susceptibles d'être atteints avec la mise en œuvre de ce genre de technologie. Bien sûr, le droit à la vie privée qui est protégé par l'article 8 de la charte, le droit à la mobilité aussi, puisqu'on peut facilement identifier les déplacements d'une personne, mais aussi le droit à la non-discrimination, parce que je voudrais quand même souligner les faiblesses de ces technologies. Et je pense que Thierry reviendra un petit peu sur ces questions, parce qu'on a toujours tendance, les entreprises privées ont toujours tendance à survendre leurs produits et à dire que les taux de réussite sont très bons et les taux de reconnaissance sont très bons. Mais on sait qu'il y a qu'un certain nombre d'études qui sont plutôt nombreuses et qui sont assez convergentes quand même, il faut le dire, montrent qu'il y a des taux d'erreur parfois élevés en fonction des catégories de population. Et en particulier, Joy Buolamwini et Timnit Gebru, qui est très connu pour avoir été licencié récemment de Google, ont fait une étude au MIT Media Lab en montrant qu'effectivement, les taux d'erreur peuvent être élevés, mais surtout en fonction des catégories de population. Et il y a des taux d'erreur différenciés entre les hommes et les femmes, entre les peaux claires et les peaux sombres, parce que effectivement, on a des bases de données davantage entraînées sur les hommes blancs et évidemment, le taux d'erreur n'est pas le même. Donc, il ne suffit pas de mettre en avant le meilleur taux de réussite, il faut aller dans les détails et voir effectivement qu'il y a une discrimination possible à l'égard des femmes noires, par exemple, qui seraient moins bien reconnues et donc pour qui on pourrait les confondre plus facilement avec des personnes à risque. Donc, c'est toujours quand même très compliqué de montrer son innocence quand on est pointé du doigt par un outil et surtout quand les forces de police qui l'utilisent n'ont pas toujours la connaissance technique pour prendre du recul sur les résultats qui pourraient être produits. Donc évidemment, ça pose des questions par rapport à la non-discrimination, mais aussi bien sûr par rapport à la présomption d'innocence.
Donc, les biais racistes ont été confirmés par plusieurs études, dont une étude du NIST, le National Institute of Standards and Technology, qui confirme ces biais et ces préjugés contre les Afro-Américains, les Amérindiens, les Asiatiques. Et on trouve tout particulièrement aussi ces risques sur les autochtones aussi au Canada. Donc, c'est évidemment un enjeu très, très important pour la société canadienne. Et donc, on voit que ces problèmes de biais sont liés à des sous-représentations des images et à un mauvais entraînement des systèmes en raison d'un manque de diversité des données d'apprentissage. Donc, je pense que Thierry reviendra sur ces points-là. Je souligne qu'en ce moment, au Canada, on essaie beaucoup de lutter contre la discrimination systémique qui a été reconnue par un certain nombre de polices, surtout dans les provinces anglophones, il faut bien le dire. Il y a un débat au Québec sur cette notion de discrimination systémique dans la police. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience en ce moment par rapport à ces enjeux de race qui sont bien sûr liés au mouvement Black Lives Matter. Et donc, il y a quand même une tension ici entre les reconnaissances qui sont faites officiellement et peut-être des biais ou des données qui peuvent exister dans les systèmes et d'un autre côté, des systèmes, des technologies qui pourraient renforcer ces biais. Il faut faire converger les choses, me semble-t-il, entre d'un côté la prise de conscience et peut-être l'action et l'organisation qui pourraient changer. Il faut aussi que la technologie soit interrogée, à mon avis. Donc, bien sûr aussi, l'utilisation de la reconnaissance faciale interroge le droit des renseignements personnels ou données personnelles selon le vocabulaire européen. Donc, la question est particulièrement complexe au Canada parce que la compétence est éclatée du fait du fédéralisme entre le niveau fédéral et les niveaux provinciaux. Donc, par exemple, la police fédérale, la GRC, la Gendarmerie royale du Canada va être liée à la juridiction, la compétence va être liée aux lois fédérales, alors que les polices provinciales et les polices des villes les plus importantes vont être soumises aux législations provinciales. Donc potentiellement, toutes les législations vont s'appliquer. Alors on pourrait penser aussi que seules les législations sur le secteur public auraient vocation à s'appliquer. Néanmoins, ce n'est pas si simple puisque, comme je l'ai dit, la plupart des entreprises qui proposent ces outils sont des entreprises privées, évidemment. Donc, on va avoir aussi les législations du secteur privé qui vont s'appliquer. Et cette distinction entre le secteur public et le secteur privé, on le retrouve au niveau fédéral et au niveau provincial. Donc, on est face à un patchwork législatif qui n'est pas aussi important que le patchwork qu'on peut trouver aux États-Unis, mais on n'a pas d'unicité ici, contrairement à ce qui se passe en Europe ou avec la directive police-justice que j'ai mentionnée. On a quand même une convergence des normes, même si ça n'est qu'une directive et qu'il faut bien sûr ensuite appliquer cette directive au niveau des droits nationaux. Donc, à l'heure actuelle, si on considère le secteur privé, seules 3 provinces ont adopté une législation sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Les provinces qui n'en ont pas adopté de législation sont alors soumises à la législation fédérale. Donc, ces lois, on va les retrouver plus spécifiquement dans certaines affaires. Donc, je vais vous donner un exemple aujourd'hui avec la fameuse affaire Clearview AI, dont on a beaucoup entendu parler, qui surtout en Amérique du Nord. C'est un journaliste américain du New York Times qui, en janvier 2020 de l'année dernière, a révélé l'existence de cette entreprise. Donc, Clearview AI est une entreprise basée à New York qui a collecté plus de 3 milliards d'images sur Internet. Donc, on peut imaginer que, évidemment, ne sont pas seulement concernés les Américains, les Canadiens, les Européens, mais je pense qu'on peut considérer que toute la population mondiale est potentiellement concernée par cette récupération d'images. Et donc, la société Clearview AI
prend ces images, applique les technologies de reconnaissance faciale que j'évoquais tout à l'heure, donc en recherchant les points nodaux et en faisant les gabarits des personnes, et vend ces prestations de reconnaissance faciale aux services de police. Et un certain nombre de polices aux États-Unis, un nombre assez conséquent, a effectivement acheté la technologie de Clearview AI. Et donc les polices qui sont face à des personnes suspectes envoient les images de ces personnes suspectes, et Clearview AI utilise sa technologie et ses bases de données pour essayer de faire converger les bases de données issues d'Internet avec les bases de données de la police. Et ce faisant, la technologie est capable de reconnaître un visage et d'identifier aussi la personne, puisque très souvent sur Internet, on arrive aussi à associer les noms, les prénoms des personnes, parfois même leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. Donc, beaucoup d'informations personnelles ont été collectées par Clearview AI à partir d'Internet, sans le consentement, évidemment, des personnes concernées. Donc, l'affaire a fait grand bruit au Canada parce que, suite à la révélation de ce journaliste, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de polices canadiennes avaient au moins testé l'outil, si ce n'est utilisé pleinement. Et on a su que la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada, donc qui est la police fédérale, a acheté le droit d'utiliser cette technologie, ce logiciel, alors que d'autres polices ont simplement eu un accès gratuit au service. Donc ça, c'est tout le génie de ces entreprises que de proposer des essais gratuits pour essayer d'appâter le client et pour essayer évidemment ensuite de vendre le plein accès à leur service. Donc, en février, donc un mois après les révélations du New York Times, les autorités de contrôle canadiennes, donc l'autorité fédérale qui est le commissariat à la protection de la vie privée du Canada, et ses homologues de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec ont entrepris une enquête conjointe. Et donc, ces provinces sont précisément celles qui disposent d'une loi sur le secteur privé. Donc, comme quoi, le fait d'avoir une loi pour essayer d'agir est quand même utile. Et très certainement, les autres provinces sont en train de réfléchir à adopter leur propre loi, ce qui est le cas de l'Ontario actuellement, qui a simplement une loi en matière de santé sur le secteur privé, mais qui n'a pas une loi générale sur l'ensemble du secteur privé. Et donc, face à des situations comme ça, elle manque de levier, elle manque d'outils, d'instruments pour pouvoir agir contre ces entreprises. Donc, l'enquête conjointe a été lancée en février dernier. L'entreprise Clearview AI a annoncé qu'elle arrêtait de cesser d'offrir ses services aux services de police canadiens en juillet. En voyant que les choses commençaient à mal tourner pour elle. Donc, ils ont arrêté tout contrat avec la GRC à ce moment-là. Et donc, la semaine dernière, les autorités de contrôle ont rendu leurs conclusions et ont clairement considéré que les pratiques de Clearview AI étaient illégales, étaient illicites et contrevenaient aux lois provinciales et à la loi fédérale. Donc, il n'y a pas vraiment de doute sur la question, mais donc, évidemment, la décision n'a surpris personne, mais c'est quand même mieux quand c'est clairement dit et affirmé. Donc, parmi les problèmes qui ont été révélés, il y en a plusieurs, mais notamment, évidemment, un risque de préjudice grave parce que le fait de pouvoir être associé, voire éventuellement confondu avec quelqu'un d'autre, évidemment, peut causer un préjudice important pour les personnes. Également, aussi, les autorités ont souligné le fait que les individus n'avaient pas donné du tout leur consentement à ce que leurs renseignements personnels soient collectés. Je précise qu'en droit canadien et québécois, le consentement est la seule base légale possible pour mettre en œuvre un traitement de renseignement personnel, même s'il y a des exceptions, bien sûr, mais c'est la seule base légale possible, alors que dans le RGPD, on a 6 bases légales possibles, dont le consentement. Donc, c'est la raison pour laquelle le consentement prend une place vraiment particulière dans le raisonnement de ces autorités. Et également aussi, il a été précisé qu'il n'y avait pas d'attente raisonnable du respect de la vie privée. Donc ça, c'est en référence plutôt avec le droit constitutionnel et pas avec le droit législatif.
avec l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés que je citais tout à l'heure. Donc, pas de consentement, pas d'attente raisonnable, enfin une attente raisonnable, pardon, de respect de la vie privée. Donc, les individus ne pouvaient pas s'attendre à ce que leur image sur Internet puisse être prise pour des services de police. Et ce qui est clairement dit ici, c'est que ce n'est pas parce que je consens que mon image soit sur Facebook que je consens qu'elle soit dans une base de données pour faire de la reconnaissance faciale pour la police. On comprend bien que les finalités ne sont pas du tout les mêmes. Donc évidemment, le principe de finalité n'est pas respecté. Et plus encore, les commissaires considèrent que les finalités ne sont pas acceptables. Donc il aurait vraiment fallu obtenir le consentement. Donc tous les traitements sont illicites. Il y avait d'autres enjeux. Je n'insiste pas, mais j'évoque simplement que les commissaires ont quand même aussi soulevé le fait qu'il y avait un fort risque d'erreur d'identification et des risques de discrimination en fonction des individus. Donc, les risques de biais de discrimination que j'évoquais ailleurs tout à l'heure sont simplement évoqués, mais ça n'est pas de la compétence des commissaires pour en parler plus en détail, mais quand même, le risque est pris en considération. Alors, ces autorités ont finalement fait des recommandations, eu égard à toutes ces difficultés, toutes ces atteintes au droit. Mais des recommandations, c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Parce qu'effectivement, ces autorités sont plutôt sur le modèle des ombudsman et n'ont pas de pouvoir de sanction à l'heure actuelle. Donc, c'est ce qui leur est le plus reproché. Donc, les recommandations sont de ne plus offrir les services, ce qui est déjà fait, mettre fin à la collecte des données, ça on ne sait pas trop si ça aura été fait ou pas. Et donc, ce que les commissaires peuvent simplement dire, c'est que si ça continue, on ira plus loin. Donc, c'est pas très satisfaisant quand même. Et donc, évidemment, une plainte peut être déposée et on peut aller en justice. Mais à part aller en justice, les autorités de contrôle n'ont pas d'autres moyens pour faire pression sur Clearview AI. Donc, c'est complètement insuffisant et très peu satisfaisant. Ces autorités nous indiquent aussi que des lignes directrices sont en préparation. Donc, on attend ces lignes directrices avec grande attention. Et on attend aussi la réforme des lois sur les renseignements personnels parce que vous l'aurez compris, ça n'est pas suffisant que ces autorités de contrôle pointent des illégalités sans pouvoir les sanctionner. Et donc, tant au niveau fédéral qu'au niveau québécois, 2 projets de loi sont en cours, le projet de loi C11 pour le fédéral et le projet de loi 64 pour le Québec, qui sont encore en cours de discussion. Le projet de loi québécois avance bien, donc on est plutôt confiant sur son adoption. Pour le fédéral, c'est plus compliqué parce qu'on a affaire à un gouvernement minoritaire, donc les avis doctrinaux sont partagés sur les chances de succès. En tout cas, les commissaires ont évidemment bien conscience et ne cessent de le répéter qu'il leur faut plus de pouvoir et plus de modes d'action. Et là, je vous ai cité les propos de Diane Poitras, qui est à la CAI, à la Commission d'accès à l'information du Québec, qui dit que ça montre d'autant plus la nécessité d'aller plus loin, de pouvoir faire des contrôles, de pouvoir dissuader ce genre de comportement. Et donc, ça montre d'autant plus la nécessité d'adopter le projet de loi 64 qui effectivement augmenterait les pouvoirs de sanction de la CAI. Donc, c'est ce qu'il faut effectivement faire. Il faut aller de l'avant sur le modèle du RGPD. Donc, le RGPD est très souvent cité d'ailleurs dans les débats canadiens et québécois. C'est vrai que ça devient le standard un petit peu mondial en matière de protection des renseignements personnels. Alors, on l'aura compris, face à ce genre d'action, la reconnaissance faciale n'a pas vraiment bonne presse en ce moment. Donc, il y a beaucoup de mouvements en faveur de l'interdiction de l'utilisation de ces technologies. Alors, évidemment, on va certainement en discuter, en débattre. Je pense qu'une interdiction totale par les forces de police, c'est peut-être pas souhaitable. C'est plutôt une question d'équilibre qu'il faut trouver. Mais en tout cas, évidemment, les gouvernements sont interpellés et au Canada, c'est tout à fait le cas
là aussi. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ban s'agissant des États-Unis. Donc, ce seraient des interdictions qui seraient posées par certains États ou plutôt certaines villes. En réalité, quand on va dans le détail de ces législations, il n'y a pas vraiment d'interdiction totale de la technologie pour la plupart d'entre elles. Ce sont plutôt des encadrements. Et les quelques lois qui interdisent clairement la reconnaissance faciale, ce sont en général des hypothèses où la reconnaissance faciale est associée à une autre technologie, par exemple les caméras corporelles ou encore les drones. Où là, effectivement, on va pouvoir trouver des interdictions pures et simples d'utilisation de la reconnaissance faciale. Pour le reste, c'est plutôt des encadrements, des restrictions, etc. Et donc, en termes d'équilibre entre faut-il interdire ou pas la reconnaissance faciale pour les forces de police, on serait plutôt sur trouver plutôt le juste milieu, trouver l'équilibre et réfléchir ou mettre le curseur dans ce qui est permis et dans ce qui ne le serait pas. Mais on va en débattre évidemment sur l'opportunité ou pas d'interdire cette technologie. Un mot de conclusion, simplement pour dire que je me suis concentrée sur la police, mais évidemment, le sujet dépasse les acteurs publics et les forces de l'ordre. Là, je vous cite un exemple d'une entreprise, d'un shopping mall, d'une entreprise comment on dit, d'un centre commercial qui a collecté énormément de données aussi, simplement à partir je ne sais même pas comment ça s'appelle, les petits postes, les endroits où vous cherchez où se trouve votre magasin, les interactifs, là, les postes interactifs, à partir de ces outils de visualisation du centre commercial, ces outils de map, finalement, beaucoup de données ont été collectées à ce moment-là. Et donc, évidemment, le problème ne se limite pas aux forces de police. Et sans doute aussi que ces questions d'équilibre ne se posent pas de la même façon s'agissant des acteurs privés. Merci pour votre attention et j'attends avec grande impatience la discussion avec mes collègues. Merci. Merci beaucoup, Céline, professeur Castet-Renard. Très intéressante présentation. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à notre prochaine conférencière, donc la professeure Ruby Cavagna, qui va nous offrir sa perspective sur cette question. Donc, professeur Ruby Cavagna, vous devriez pouvoir prendre le contrôle de la présentation. J'attends l'affichage, voilà. Ok, parfait. C'est à vous, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai accepté immédiatement l'invitation de Mouna et de Florian à participer. Alors, je vais parler du point de vue qui est le mien, qui est celui d'un pénaliste et qui pratique aussi la procédure pénale de façon à apprécier, vous donner un autre regard peut-être sur ces questions et peut-être aussi plus européen, puisque évidemment, je maîtrise mieux les questions tout à la fois de procédure européenne et de procédure nationale. Alors, j'aimerais tout d'abord... J'ai pas... Oh là. D'accord. J'aimerais tout d'abord souligner, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, que le rapport de Madame Castet-Renard est très riche. C'est un rapport de droit comparé. Pour qui a travaillé sur du droit comparé sait combien il faut faire d'investigation, combien cela est complexe, combien il faut s'investir. Et votre rapport, Céline, si vous le permettez, c'est une mine. C'est une mine qui va de toute l'Europe jusqu'à tout le continent américain, en tout cas l'Amérique du Nord. C'est extrêmement riche. Alors, si j'ai bien suivi votre démonstration, et je suis largement en accord avec elle, vous nous montrez que du côté de l'Amérique du Nord, en particulier au Canada, comme en Europe, il y a des législations déjà existantes qui s'appliquent à la reconnaissance faciale dans l'usage par les forces de police. Il y a effectivement toute la législation qui concerne la protection des données,
et notamment la protection des données sensibles. En particulier, vous l'avez cité, la directive police-justice de 2016, qui a été prise le même jour que le fameux règlement bien plus célèbre, le RGPD, mais il n'y a pas de législation spécifique sur l'utilisation de la reconnaissance faciale par les services de police, que ce soit en Europe ou au Canada. Cela veut donc dire qu'on a un certain nombre de réponses que l'on peut puiser dans ces outils, et pour les autres interrogations, eh bien, il faut construire ou alors suggérer des réponses comme vous l'avez fait dans votre rapport. Et vous terminez en insistant sur 3 recommandations. Il faut une législation qui opère une balance entre sécurité et liberté, ce qui est assez classique effectivement dans le cadre de la procédure pénale, une législation qui renforce la protection des données et une législation restrictive. Alors je dois dire que au départ de la discussion, je dois vous dire que je suis pleinement d'accord avec vous et que je plaiderai pour la même chose s'agissant de l'Europe, puisque on n'a pas de législation spécifique à la reconnaissance faciale, que ce soit au niveau européen ou évidemment que ce soit au niveau français. Alors, ce besoin d'une législation spécifique, il est lié au fait que la reconnaissance faciale, c'est bien un traitement de données, mais qui présente un certain nombre de traits spécifiques. Vous l'avez dit, vous avez insisté. Il s'agit de données biométriques que l'on manipule et donc des données qualifiées de sensibles dans le RGPD. C'est un traitement qui va, en Europe en tout cas, ou qui peut en Europe et dans le cadre de l'usage par les services de police, va se développer sans le consentement de la personne, ce qui est évidemment une réserve importante, avec un objectif d'identification à des fins clairement répressives, avec évidemment un risque pour les libertés, ce qui conduit systématiquement, bien sûr, à appeler de ses voeux une loi, ce que je fais avec vous, une loi qui fixe un cadre légitime pour la reconnaissance faciale par les services de police et qui développe les conditions précises d'utilisation de l'outil. Alors, c'est ce que je vais développer maintenant. La légitimité, elle doit se trouver dans la loi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour les données sensibles, la légitimité, elle repose sur 2 éléments, sur la finalité du traitement et le consentement de la personne. Autrement dit, c'est parce que celui qui a accepté de donner ces données, y compris les données sensibles, est en accord avec la finalité que cela fonctionne et il peut à tout moment retirer son consentement, ce qui est extrêmement important. Pour la reconnaissance faciale utilisée par les forces de police, évidemment, on est dans un autre schéma. On a bien une finalité sur laquelle on est à peu près tous d'accord, renforcer la sécurité, mais en revanche, il n'y a pas de consentement. Du coup, la question est, mais quelle est la limite à cette exigence ou à cette poursuite de la finalité qu'est la sécurité? Autrement dit, jusqu'où peut-on aller pour protéger la sécurité? Et c'est évidemment là que l'on trouve la question classique de l'équilibre entre liberté et sécurité, cette question qui est toute l'âme finalement de la procédure pénale, toujours cette même question qui revient. Alors, vous exposez dans votre rapport qu'il y a déjà des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, qu'il s'agisse de recommandations ou qu'il s'agisse d'avis émis par des commissions. Il existe des instruments d'évaluation qui ont été développés et qui visent à approcher un système de traitement des données sensibles pour voir si véritablement il n'empiète pas, j'allais dire, au-delà de ce qui est nécessaire sur la vie privée. Et vous citez effectivement des principes qui maintenant deviennent fréquents
lorsqu'on a une atteinte aux libertés, ou en tout cas lorsqu'on envisage une atteinte aux libertés pour des motifs de sécurité, c'est l'examen de la nécessité, de l'efficacité, de la proportionnalité. Mais la première mesure, ou le premier, j'allais dire, le premier point sur lequel on doit s'appuyer pour construire ce schéma d'équilibre, c'est nécessairement la loi. C'est à la loi de fixer d'abord un équilibre et d'assurer les conditions du respect de l'équilibre entre liberté et sécurité. Très concrètement, en France, la procédure pénale est de la compétence du pouvoir législatif pour cette raison. Il ne peut pas s'en remettre, le pouvoir législatif ne peut pas s'en remettre uniquement à des autorités ou des autorités indépendantes pour définir la légalité d'un système. Il faut un cadre législatif qui fixe les règles. Et qui plus est, la loi, elle sera aussi utile parce qu'il faut fixer plus précisément les règles de fonctionnement de la reconnaissance faciale au service des services de police. Alors, j'ai mis la focale ici, puisque dans le cadre de la discussion, on est un peu plus libre. J'ai mis la focale ici sur trois types d'usages un peu schématiques pour lesquels je me suis intéressée à deux questions qui me semblent cruciales par rapport à ce que vous avez développé. Ces deux questions, c'est tout d'abord, quelle est la base de référence ? Quelle base de référence je prends pour construire l'outil de reconnaissance faciale? Quel choix de la base pour construire ces gabarits? Est-ce qu'il faut nécessairement une base publique? Et comment sont collectées ces données? Et la deuxième question essentielle, c'est qu'est-ce que je fais du point de vue pénal, du point de vue de l'approche en termes de procédure pénale, du score de similarité? Alors, vous avez insisté sur les biais, mais vous expliquez très bien dans le rapport que, et je pense que Thierry Fournel l'expliquera ensuite, dans le cadre de la reconnaissance faciale, on n'aboutit pas à une identification formelle. On aboutit à un score de similarité, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est pas une certitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait juridiquement parlant et au niveau pénal, au niveau de la procédure pénale, d'un score de similarité sont les deux points qui ont suscité chez moi un certain nombre d'interrogations. Alors, j'ai donc pointé trois usages de la reconnaissance faciale dans lesquels on voit varier les réponses s'agissant de la base de référence et de ce qu'on fait du score de similarité. Le premier usage, donc, ce sera la reconnaissance faciale différée ou a posteriori, lorsqu'on veut identifier l'auteur d'une infraction à partir d'images d'une vidéo. La deuxième, c'est l'utilisation de la reconnaissance faciale en temps réel et sur la voie publique pour identifier un individu recherché. Et le troisième cadre, beaucoup plus large, ce serait une reconnaissance faciale en temps réel pour repérer des comportements suspects. Alors, premier cas, premier usage, donc cette reconnaissance faciale différée ou a posteriori pour identifier l'auteur d'une infraction. J'allais dire que là, en tant que pénaliste, je retrouve des schémas que je connais. On est ici dans un cadre d'investigation où on va exploiter des images d'une vidéo. Et on procédait autrefois sans outils de reconnaissance faciale par des comparaisons de photos. On procède donc, on continue à procéder ainsi dans le cadre de ce type d'investigation. Alors, la question de la base de référence, est-ce qu'on peut prendre une base déjà existante? Alors, aujourd'hui en France, on utilise une base qui est déjà existante et qui est un fichier qui s'appelle le TAJ, le fichier des traitements des antécédents judiciaires, qui est déjà, j'allais dire, prééquipé pour la reconnaissance faciale,
puisqu'il comprend 8 millions de photos. Alors, il y a un très grand nombre d'antécédents judiciaires et donc d'individus qui sont fichés otages. On est aux alentours de 18 millions, d'après les chiffres de la CNIL. Mais il y a 8 millions de photos parce que toute personne identifiée otage n'est pas tenue de déposer sa photo. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Alors, cette utilisation de ce fichier, le TAJ, appelle pour moi un certain nombre de points de vigilance. Vérifier le contenu de la base, qui on contrôle, qui sont les personnes qui sont fichées, puisqu'il s'agit de son fichage. Et évidemment, cela pose aussi la question de son actualisation. Alors, je remue un peu le couteau dans la plaie pour les Français, mais le TAJ a été pointé du doigt pour une non-actualisation des données par 2 fois. Donc, si on l'utilise avec cette fonction-là, il est essentiel que son actualisation soit absolument suivie. Et ensuite, j'aimerais souligner aussi qu'on a une transformation de l'utilisation des fichiers qui est très nette pour, j'allais dire, les pénalistes. Au départ, les fichiers, y compris informatiques, ce sont les héritiers des sommiers. Les sommiers qui sont ces meubles qui permettaient de compiler des fiches dans lesquelles les policiers mettaient absolument tous les éléments qu'ils pouvaient glaner sur place de façon à opérer des recoupements. C'est-à-dire que les fichiers, comme hier les sommiers, sont des outils d'aide à l'investigation. Et ma crainte avec l'utilisation d'une reconnaissance faciale, c'est qu'il se mue en instrument de preuve. J'allais dire, c'est là qu'il faut faire attention à ce que veut dire score de similarité, qui n'est pas une identification formelle. Voilà, ça c'est une crainte dans cette utilisation-là. Le deuxième usage est plus large, alors c'est l'usage de la reconnaissance faciale en temps réel sur la voie publique pour identifier un individu recherché. Alors là, la question de la base de référence, celle qui contient les gabarits, se pose, à mon avis, en tout cas en France, avec une très grande acuité. Est-ce qu'on va utiliser une base existante? Mais laquelle? Alors, on a le TAJ, mais le TAJ comprend un certain nombre de personnes qui ne sont pas recherchées. Un certain nombre de personnes, par exemple, qui ont fait l'objet d'un classement sans suite ou d'un non-lieu. Donc, c'est un outil d'aide à l'investigation, pas un outil de recherche. On peut aussi penser alors au fichier des personnes recherchées. Mais le fichier des personnes recherchées, lui aussi, est très large. Alors, il y a effectivement les personnes qui font l'objet d'un mandat judiciaire, qui font l'objet d'une recherche dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, mais il y a aussi les personnes, par exemple, qui sont redevables au trésor public. Il y a aussi les interdits de stade. Donc, ou alors, autre solution, est-ce qu'il faut construire une base ad hoc? Donc, carrément, une base de wanted people qui permettent, avec une liste d'incrimination, peut-être avec une certaine gravité, d'identifier ceux que l'on veut véritablement rechercher et qui ont vocation à être arrêtés à tout moment. Et s'agissant du score de similarité, pour moi, il est essentiel que, justement, vous évoquiez l'absence de peut-être de formation ou de sensibilité des personnels de police à ce score de similarité. Je pense qu'il est essentiel de mettre en place une procédure de vérification, c'est-à-dire que la reconnaissance faciale ne se suffit pas. Il faut permettre un temps pour la vérification, alors qu'il s'agisse d'une vérification par des empreintes digitales, voire génétiques, mais une autre procédure de vérification ou peut-être de certification ou alors d'authentification après la première. Vous voyez l'idée. Troisième usage, alors évidemment là, on élargit encore, c'est la reconnaissance faciale en temps réel sur la voie publique
pour repérer des comportements suspects. Alors là, on est dans un souci de sécurité, on va dire, maximale, où l'on vise peut-être à empêcher, voire la commission d'infractions. Et la question tout de suite qui vient, c'est mais quelle base de référence? Ici, très clairement, la base de référence doit être extrêmement large et on débouche sur une identification massive. Alors, vous l'évoquez, puisque de la même façon au Canada ou en France, hein, on pose la question d'utiliser comme base les traitements pour les fichiers informatisés pour la délivrance des passeports ou pour la délivrance des pièces d'identité. Et là, effectivement, on a tout le monde. Donc, c'est de l'identification massive. Et le problème, là aussi, alors multiplié par 2, j'allais dire, ou peut-être par 10, c'est à ce moment-là le cadre juridique d'intervention. Qui n'existe pas, hein, puisque là, on est sur un comportement suspect, un cadre juridique d'intervention uniquement sur un score de similarité, donc sans certitude. Alors, quand je décris cette situation, l'image qui m'est venue, ou l'expression qui m'est venue, c'est celle qu'a utilisée Mireille Delmas-Marty il y a quelques années, c'est la société du regard permanent, là, on est là. Alors, je conclurai en disant que une législation est nécessaire, non pas pour ouvrir un parapluie, mais tout simplement parce qu'il y a un choix politique extrêmement important et qu'il appartient au Parlement d'exercer ce choix politique. La CNIL a alerté déjà depuis 2 ans. Elle souhaitait un débat parce qu'elle a bien souligné que le développement de la reconnaissance faciale peut conduire à un changement de paradigme que l'on observe dans les petits exemples que nous avons présentés précédemment. Et j'allais dire que pour la France, ça n'est qu'une question de temps qu'elles doivent trancher, parce que c'est une question d'une grande actualité liée à l'organisation des Jeux Olympiques en 2024, au Mondial de rugby en 2023, et évidemment conjuguée avec les menaces terroristes, la pression pour l'utilisation de la reconnaissance faciale est extrêmement importante. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation, professeur Ruby-Cavagna. Sans plus tarder, je passerai la parole au professeur Fournel. Thierry, vous pouvez partager votre écran si vous y arrivez. Alors, surtout, voilà, je propose quelques supports pour étayer le discours. D'abord, je tiens à remercier pour la grande clarté les 2 collègues qui m'ont précédé. J'ai beaucoup appris et j'ai aussi quelques questions, même si c'est le jeu. Là, ce ne sera pas un jeu, j'ai de réelles questions. Très intéressant et je vous en remercie. Alors, bon, brièvement pour me présenter, alors pas pour faire toute une liste, simplement de 2 projets, un peu à la nord-américaine, je dirais, parce qu'on a fait. Donc moi, je m'intéresse à une approche matériométrique. Je fais donc le distinguo avec la biométrie, mais les outils sont parfois d'inspiration similaire. Donc une approche matériométrique sur la sécurisation des données et des biens, et donc de l'anti-contrefaçon en particulier. Voilà, et donc 2 réalisations de projets. Un premier qui, je dirais, a eu une suite dont je suis complètement étranger, mais au point source, il s'agit en fait de l'authentification des pièces or-argent de la monnaie royale canadienne. Ça, c'est un projet qui avait été fait dans le cadre d'une incubation de start-up appelée Signoptique. Et puis le cas de l'authentification visuelle augmentée, qui est peu récent, où on essaye d'avoir justement, c'est pas éloigné du sujet, une vérification visuelle par l'officier assermenté par exemple, de l'origine d'un matériau, fût-il un matériau biologique. Donc par exemple des empreintes. Alors, bon, tout le monde vous avez déjà finalement énoncé, y compris les principes techniques
de cette vérification conduisant à soit une authentification, soit une identification d'un individu par le biais donc, du visage. Alors, effectivement, on peut partir de la vidéosurveillance. Donc ici, j'ai illustré avec il y a beaucoup de laboratoires, de très bons laboratoires qui travaillent sur la vidéosurveillance parce que c'est un sujet difficile du fait des scènes naturelles, c'est-à-dire l'environnement d'un bureau, d'une rue. Donc tout ça, c'est plein de matériaux, plein d'individus et donc intéressant d'un point de vue, je dirais, scientifique, du traitement d'image, de la vision par ordinateur. Ici, donc un exemple en haut à gauche donc d'analyse d'une scène de bureau du Vivalab à Ottawa. Je vous ai mis aussi un autre exemple, ce qu'on appelle dans le jargon la segmentation sémantique. Donc à partir d'une vidéo, on va essayer de reconnaître chaque entité composant la scène, fût-elle dynamique. L'idée, c'est effectivement de pouvoir, en dynamique, continuer à suivre toutes ces entités. Et effectivement, on peut, ça, on a vu pas mal de vidéos là-dessus, hein, pouvoir rajouter toutes les données dont on a l'autorisation, voilà, avec lesquelles on peut jouer pour afficher et compléter donc la reconnaissance d'un individu, d'un véhicule, donc avec sa plaque d'immatriculation par exemple, etc. Ça, c'est donc, on va dire, de la vidéosurveillance. Si on fait le zoom, bien sûr, sur le visage, eh bien, on va passer à la reconnaissance faciale. Alors, donc, très brièvement, puisque vous l'avez énoncé, on va aujourd'hui faire les choses en 3D. On va mailler des points nodaux. Vous avez un exemple ici en bleu. Et puis, ça, on va le faire donc, sur les données que constituent enfin, qui constituent donc les données de la base d'apprentissage, par exemple, enfin de la base de données des visages d'une population, on va dire. Hein. Et à partir du moment, on va donc partir d'un gabarit ou d'un visage moyen, et à partir de là, on va pouvoir, par des itérations, se rapprocher de plus en plus près du visage candidat, ici placé en bas à droite, si vous voyez le pointeur de ma souris, jusqu'à réduire l'erreur résiduelle et essayer donc de cheminer dans cet espace des caractéristiques vers le ou les meilleurs candidats, les candidats les plus similaires vis-à-vis du visage présenté en entrée. Donc, dans le principe, voilà. Donc, évidemment, tout ça part. Donc, l'intelligence artificielle, on en parle depuis bien longtemps, avec le rêve de pouvoir arriver à construire des humanoïdes performants, aussi performants que l'homme, capables de dialoguer avec lui, de l'aider jusque dans le grand âge, etc. Évidemment, tout ça peut se détourner, mais disons que l'homme est source d'inspiration pour construire des robots performant, peut-être aussi performant que lui. Alors, c'est très récent en fait. Hein. On peut dire que la première tâche, puisqu'on parle de tâches en intelligence artificielle, la première tâche réellement ayant connu un succès quasiment à hauteur de celui de l'humain, c'est la tâche de classification, dite de classification, où on va essayer dans des catégories d'objets, justement, de reconnaître la catégorie. Et ça, je dirais, ça date de 2012. Donc on voit que, en revanche, les architectures informatiques qui permettent aujourd'hui d'accéder à de telles performances comparables donc à celles de l'homme sont en fait légion et sont étudiées depuis bien longtemps. Dans les années 80, on étudiait, par exemple, c'est à Grenoble, la thèse de Louis Thiaville, par exemple, voilà, étudiait ce genre d'architecture et les neurones artificiels pour essayer d'arriver à reconnaître, à détecter de façon encore plus performante. Mais c'est vraiment les méthodes de l'optimisation qui nécessitent ici donc un grand nombre de données qui ont permis une avancée capitale. Alors, je vous ai mis, bien sûr, bon, la capacité de l'humain, je la rappelle ici en haut à droite, de reconnaître un visage malgré le fait qu'il soit masqué. Les machines, donc les gens travaillent à modifier, améliorer encore leurs algorithmes pour que ce soit le cas. L'humain y arrive relativement bien. Donc l'humain reste quand même, encore une fois, source d'inspiration et quelque part
le référent, je dirais, en termes de performance. En tout cas, il nous faut bien une référence commune, et celle-ci semble être quand même la plus adaptée. Donc, ça amène aussi beaucoup d'humilité. Donc là, je vous ai aussi affiché une architecture sans la détailler trop, mais vous avez effectivement, à partir d'une prise, j'allais dire, d'empreinte du visage, donc ce qu'on appelle un nuage de points 3D, hein, ça peut être effectivement une mesure, une image de profondeur sur un certain nombre d'échantillons. À partir de ce nuage de points, donc qui sont des points issus de la surface du visage d'intérêt, on va faire tout un tas de pré-traitements de ce nuage de points, et on va derrière apprendre finalement cette architecture. Alors, cette architecture en général va se traduire par une modélisation, une implémentation, pardon, du modèle du neurone biologique, qui est finalement assez loin du neurone biologique, mais qui, dans ses, je dirais, premières approximations, effectivement, est assez, pour le coup, fidèle. Et donc, essentiellement, on va apprendre des poids. On va prendre des poids, et pour ça, il nous faudra effectivement rassembler des données qui représentent tous les cas possibles. Donc, j'insiste, puisque c'est déjà là une première hypothèse. Ça veut dire que, par exemple, si on prend l'exemple de la reconnaissance de caractère, eh bien, si vous n'avez pas donné au réseau des caractères ou des chiffres, par exemple, qui ont été, si tous les chiffres donnés, pardon, à la base de données ont toujours été alignés, disons, dans le même sens, jamais la tête en bas, eh bien, votre réseau pourra tout à fait se tromper, assez facilement même se tromper. Donc, il faut, première chose, avoir beaucoup de données. Deuxième chose, que ces données soient représentatives de tous les phénomènes que vous pourrez rencontrer dans la tâche à réaliser. Et donc, pour ça, vous avez donc utilisé ces données, c'est la phase d'apprentissage. Et puis, ce même réseau, une fois que vous l'avez appris, vous allez le tester. C'est la phase souvent appelée de validation, parce que le risque, il est que vous ayez un surapprentissage, c'est-à-dire que votre modèle colle tellement aux données que, eh bien, si jamais par malheur vous n'avez pas une représentation suffisante des situations d'intérêt, eh bien, vous puissiez avoir, disons, une sortie, s'il s'agit d'une classification, une catégorie délivrée par le réseau qui puisse être attirée par ce qu'il aura appris, mais pas vraiment capable de délivrer, disons, une réponse assez détachée de tout ça et intrinsèque. Donc, cette phase de validation est très importante. Voilà, et puis après, vous avez effectivement l'usage du réseau. Donc l'apprentissage et donc l'optimisation de ces poids peut demander des ressources de calcul assez importantes. En revanche, une fois que vos poids sont appris, c'est quelque chose qui est, je dirais, instantané, hein. Vous avez l'application de ces poids dans les différentes couches de neurones artificiels, ça va très très vite pour arriver au résultat de la tâche que vous lui avez confiée. Alors, un exemple pour illustrer effectivement ce que disait en particulier Eliette, un réseau va, par exemple, dans le cas de la caractérisation de matériaux, on veut savoir si dans la scène j'ai du cuir, un humain, etc. Donc, on va retrouver nos phases précédemment énoncées, et puis on va délivrer un résultat parmi toutes les classes possibles, hein, de matériaux ici. Et vous voyez qu'en sortie, dans le cadre par exemple de ce réseau-là, on va émettre une certaine valeur de probabilité par classe. Et donc, voilà, si c'est du bois avec telle probabilité, etc. Et donc, on va énoncer un résultat sous forme de, en général, maximum de vraisemblance ou maximum de probabilité, tout simplement. Voilà. Donc, effectivement, presque de facto, on conçoit tout à fait qu'on va avoir un risque d'erreur. Il n'est pas temps. Alors, le but, c'est effectivement qu'il soit dans des proportions tout à fait minimes, mais fatalement, un jour ou l'autre, vous risquez d'avoir une classification ou un rendu, un résultat qui ne soit pas tout à fait, qui ne soit pas en fait, qui ne soit pas le bon en fait. Voilà. Alors, pour donner l'ampleur de la tâche, on va toujours vers des tâches de plus en plus sophistiquées, savoir reconnaître s'il s'agit de coussins en haut à droite ou de pierres.
voilà, on peut imaginer plein de choses comme ça, alors plus ou moins légères comme ici, mais quand il s'agit effectivement de la conduite autonome de véhicules ou présentement de pouvoir, disons, amener un élément d'investigation, eh bien, il faut être effectivement conscient de ce qu'on est en train de faire et la portée de l'outil utilisé. Alors, juste pour illustrer des axes de développement en cours, d'intérêt, avec toutes les mesures de précaution qu'on vient de rappeler. Lorsque vous faites un contrôle d'identité, eh bien, effectivement, la photo d'identité peut dater. Et donc, vous pourrez soit effectivement partir de la photo d'identité et vieillir cette photo pour voir si pour essayer de prédire finalement le visage tel qu'il devrait être, tel qu'il devrait se présenter devant vous. Soit vous pouvez aller dans l'autre sens, puisque ce sens-là est quand même un peu difficile, puisqu'il peut s'être passé des tas de choses entre l'âge de la prise de la photo et l'âge de la personne qui se présente devant vous s'il s'agit de la personne légitime. Mais dans l'autre sens, vous pouvez tout à fait essayer de rajeunir le visage en question, puisque vous pouvez déceler éventuellement certaines pathologies. Je pense par exemple à des drogues, l'usage de drogues, de certaines drogues qui provoquent une dissymétrie du visage. Vous pouvez les prendre en compte dans le modèle et vous pouvez essayer effectivement de prédire finalement la photo de la pièce d'identité. Voilà, bon, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui peut être éventuellement, comme peut l'être éventuellement un portrait robot, je dirais, un élément utile, à défaut d'être un élément, disons, d'une fiabilité à toute épreuve. Et puis, lors des auditions, eh bien, vous pouvez faire usage de ce que les psychologues ou les gens de la psychologie ont très vite repéré. Vous pouvez faire usage, en fait, de connaissances sur certains muscles au niveau du visage qui peuvent laisser se traduire hors de contrôle conscient de l'individu lors, par exemple, d'un interrogatoire. Et vous pouvez faire une analyse de ces micro-émotions pour pouvoir finalement l'utiliser un peu comme un détecteur de mensonges. Mais j'ai vu que dans le rapport, vous l'aviez, ce pan d'outils avait été écarté et ça serait intéressant d'ailleurs d'en discuter. Thierry, oui. si je peux me permettre, je crois qu'on a perdu vos slides. Je pense qu'il y a peut-être eu un problème. Si vous pouvez peut-être arrêter le partage d'écran et repartager à nouveau. Bien sûr. Je reviens donc sur, excusez-moi, merci de m'avoir c'est ça. indiqué. Ok, ça y est, on revoit. Vous revoyez? Bon, oui. je suis désolé. Donc voilà, du coup effectivement, je rebalaye juste sans recommencer pour ne pas perdre de temps, peut-être à ce niveau-là, sur ce qu'on disait sur les architectures, où vous voyez les différentes couches de neurones ici en grisé, donc au milieu à droite, la reconnaissance donc d'une scène naturelle avec des coussins à gauche et de réelles pierres à droite. La prédiction d'une photo d'identité par rajeunissement, par exemple, et la détection de micro-expressions par amplification de micro-mouvements présents dans une vidéo, en fait. Voilà. Donc, ça peut être des outils utiles à défaut d'être parfaits et ils ne sont par essence, à mon sens, pas parfaits. Voilà. Alors, concernant la problématique ou les différentes problématiques qui méritent, enfin en tout cas qui sont d'intérêt dans nos disciplines, effectivement, la préservation de la vie privée dans l'accès et l'usage des données est quelque chose qui a été pointé depuis longtemps et pour lequel on peut avoir certains outils. Alors, je dirais que ça élargit à la communauté des cryptographes. Ce que je vais dire là tout de suite, c'est de pouvoir en fait justement transmettre des données. Alors les données ici, elles peuvent être résumées. C'est le premier schéma que vous avez en haut à droite du transparent. Vous allez résumer finalement votre visage par simplement
un ensemble de valeurs numériques, et cette représentation numérique, c'est elle qui finalement va être complètement associée de façon bijective avec votre visage, et c'est elle que vous allez en fait chiffrer lorsque vous allez alimenter votre base de données. Et laquelle base de données, lorsque vous devrez vérifier finalement l'identité d'un visage, va vous le retourner effectivement, va vous retourner pardon, des scores justement d'authentification chiffrés. Et en fait, le chiffrement aura été pensé pour pouvoir pouvoir approximer le chiffré d'une distance entre chiffrés par le chiffré entre les visages eux-mêmes, entre les représentations elles-mêmes. Et donc, c'est ce qu'on appelle les traitements par chiffrement homomorphique, et donc fonctionne par clé publique, clé privée. Clé privée, clé publique pour alimenter la base, et clé privée, bien sûr, côté utilisateur, pour pouvoir déchiffrer les scores qui lui sont renvoyés par la base de données. Et donc, ça pose la question, puisqu'on est ici en infrastructure asymétrique, clé publique, clé privée, ça pose la question en fait du tiers de confiance. Et c'est effectivement un élément central. Je sais qu'au niveau national, il y a quelques années, il avait été essayé, enfin, il avait été tenté de proposer une assemblée de tiers de confiance de façon à pouvoir déposer, que les fabricants, par exemple, puissent déposer en fait toutes leurs signatures de produits, et donc avoir quelque part une organisation qui pouvait effectivement gérer de façon la plus, on va dire, sécuritaire possible, je ne voudrais pas employer de mauvais termes, pour toute une population d'entreprises, ces produits-là. Autre problématique scientifique, vous l'avez évoqué, c'est les biais. Et donc, une des problématiques, c'est justement de se rendre le plus insensible possible à ces biais, en particulier de pouvoir faire des détections, par exemple, d'anomalies, souvent par définition des événements rares, et donc présentes de façon très parcimonieuse dans les données. Et donc, ça, c'est une problématique réelle. Effectivement, si on colle trop aux données, là encore, on aura ces risques effectivement que vous avez déjà signalés. Je ne reviens pas là-dessus. Les publications sont mentionnées ici. La détection de l'heure, alors ça c'est en temps réel, c'est un vrai problème qui subsiste. Alors bien sûr, je vous ai mis ici en bas à droite comment finalement on peut déceler une photo qui serait mise devant le capteur plutôt que le visage de la personne, simplement en perturbant l'image qui est présentée. On va donc bruiter cette image, on va finalement, en bruitant l'image, faire une détection qui sera tout sauf un visage, et pouvoir potentiellement, en tout cas dans le cas de certaines attaques, eh bien, détecter qu'il s'agit d'un faux semblant. Alors ces attaques-là, bon, il y a effectivement des résultats, mais il y a aussi des hypothèses sur les perturbations. Alors là, on utilise en l'occurrence des architectures un petit peu particulières, où on a finalement le gendarme et le voleur. Le gendarme, le gendarme, c'est celui qui a la métrique, qui propose le score, on va dire, hein. Et donc lui, il est très précis. Et puis, il y a le voleur qui, lui, va tenter, le contrefacteur, qui va tenter de tromper le capteur. Et en fait, l'un et l'autre vont se faire progresser. Et en particulier, la génération artificielle d'images va pouvoir être excellente. Et aujourd'hui, elle passe finalement la partie logicielle, je dirais, peut passer effectivement le détecteur. Donc, il reste la reconnaissance du vivant. Et pour cela, eh bien, on demandera, c'est le projet par exemple Face ID d'Apple, on demandera à la personne de bouger devant sa caméra pour qu'on puisse essayer de capturer finalement l'interaction lumière-matière, pour se convaincre que devant vous, c'est bien un individu et pas une sculpture 3D, on va dire. Voilà.
Troisième problématique que je voulais soulever, j'espère que je ne suis pas trop long, s'il s'agit de l'explicabilité. Alors ça, c'est une vraie problématique théorique en intelligence artificielle, en apprentissage automatique plus précisément, où effectivement, vous donnez par exemple ici votre visage, un certain nombre d'informations sur votre visage, en l'occurrence ici on va dire la profondeur des points qui ont été mesurés et l'orientation à la normale. Et puis, on voit progresser. Alors, vous pouvez regarder de côté, si je puis dire, mon image, même si c'était une restitution planaire, vous pouvez voir un visage dans les 2 premières couches. Et puis, au fur et à mesure qu'on progresse dans la profondeur du réseau sur la droite, eh bien, vous ne voyez plus vraiment un visage. Et là, commence à se poser la question de finalement tous ces poids dont on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils représentent réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement dans mon réseau? Puisque l'idée, c'est aujourd'hui non pas de pointer une seule tâche, mais on sait, et l'humain le fait, là encore on est dans le mimétisme, on est capable peut-être surtout vous mesdames, de faire plusieurs tâches en même temps, et donc on est plus fort au niveau des réseaux si on donne plusieurs tâches à réaliser plutôt qu'une seule tâche. Et donc par contre, la contrepartie, c'est que très vite, on rallonge la taille du réseau et très vite, on ne sait plus exactement comment les poids vont peser finalement eux-mêmes dans la décision. Et donc, est née tout à fait légitimement, parallèlement, la problématique de l'explicabilité. Et par cette explicabilité, on pourra peut-être atteindre l'acceptabilité par l'individu, qui pourra comprendre l'éventuelle erreur, l'erreur rare, mais l'erreur potentielle à l'issue d'une décision donnée par une telle architecture. Et puis donc, dernier point, là, je suis sorti un peu de ma zone de confort. Hein, je fais référence à une étude récente publiée dans Nature, la revue Nature, sur, je crois que c'était 80 et quelques chercheurs qui avaient été interrogés sur les problématiques d'éthique vis-à-vis des données utilisées. Hein, puisque finalement, on résume, hein, vous avez une tâche cible, ou plusieurs, donc, vous avez finalement cette architecture informatique, voilà, et vous avez les données qui l'alimentent. Du reste, dans la définition de se dire la reconnaissance faciale est un traitement, je dirais que ici, on parle bien d'architecture, c'est-à-dire l'architecture informatique, qui va être elle-même techniquement être une entité, et puis les données. Voilà, donc disons que la reconnaissance faciale, c'est l'architecture et les données, on va dire. Voilà. Et donc ici, on parle bien des données. Et donc dans cette étude, je vous ai mis la question ici, c'est comment vous sentez-vous par rapport à l'utilisation d'une technologie suivant les cas donnés. Par exemple, lorsqu'on veut identifier un suspect, on voit que la partie, disons, de couleur foncée, là, brun foncé, c'est effectivement les gens qui sont extrêmement confortables par rapport à ça. Il n'y a aucun problème, ou extrêmement plutôt inconfortable, si je dis bien la légende. Et donc, on voit que lorsqu'il s'agit d'un suspect, d'identifier un suspect, les gens sont un petit peu moins regardants sur le fait d'utiliser des données relatives à ces personnes-là. Et à l'inverse, effectivement, si on va tout en bas, là, les gens sont beaucoup plus réticents à utiliser des données, disons, générales, publiques, enfin d'un public présent dans la rue, par exemple. Donc, il y a un distinguo qui semble se dégager, effectivement, entre ces deux cas un petit peu extrêmes. Sachant qu'un petit chiffre au passage, de 40% de gens interrogés qui trouvent que ça serait bien d'être informés sur le consentement des individus. Hein, le consentement ressort aussi ici, mais en revanche, plus de 50% estiment que ce n'est pas complètement nécessaire. Donc vous voyez que ça veut dire qu'il y a effectivement un pourcentage de gens qui n'est pas chiffré dans l'étude, mais qui jugent que ce n'est pas leur problème de savoir si les données qu'ils utilisent ont reçu le consentement des individus. Et puis, peut-être pour ouvrir le débat, des perspectives. Là aussi, c'est qu'une petite vision des choses, hein, mais voilà, donc par rapport à tous ces progrès de rupture, hein, j'ai cité l'année 2012, pour nous, était vraiment une révolution dans le domaine de la computer vision.
eh bien, ce qu'on peut aujourd'hui penser aller vers de nouvelles fonctionnalités en prenant en compte l'intelligence émotionnelle. On a cité les micro-émotions. Ça serait intéressant de voir ce qui se passe en neurobio de ce point de vue-là, puisque la connaissance progresse aussi à grands pas, et de pouvoir vivre peut-être une nouvelle rupture à terme. Pour l'instant, c'est vraiment les prémices. Et puis, vers une régulation, alors là, je sors encore plus de ma zone de confort, mais je faisais référence à cette expérience sur les produits pour lutter contre la contrefaçon, l'enregistrement des produits. Peut-être une régulation en fait, du règlement aidé par l'IA. Donc l'IA qui irait contrôler l'IA. Si l'IA est performante et on l'utilise finalement dans un domaine où on admet l'erreur et on la comprend, eh bien, est-ce qu'on pourrait imaginer un cadre étendu qui impliquerait bien sûr aussi puisque ça je l'ai souvent entendu dire, par les acteurs du terrain, d'impliquer effectivement les forces de police et de justice dans finalement la construction de ces règlements. Voilà les quelques éléments que je pouvais peut-être apporter. Merci beaucoup, professeur Fournel. Si peut-être vous pouviez arrêter de partager votre écran. Voilà. Enfin, non, merci beaucoup. Et non, vous avez bien raison de sortir de vos zones de confort. Je pense qu'on en a tous besoin. Vous savez aussi, pour nous, les juristes, aller voir la technologie, essayer de comprendre, ça nous fait aussi sortir de nos zones de confort. C'est pas toujours très, très facile, mais je pense que c'est extrêmement nécessaire pour arriver à trouver des solutions. On a besoin de discuter ensemble, comme on le fait aujourd'hui, de travailler ensemble. Et je suis sûr que tant la professeure Ruby Cavagna qu'avant ça, Mungaf, Céline Castel-Renard, qui je sais a l'habitude aussi de travailler avec des personnes en informatique, ne diront pas le contraire. Donc, merci beaucoup d'avoir fait cet effort aujourd'hui et pour vos propos très, très éclairés. Oui, merci, chère Céline, merci, chère Eliette, merci, cher Thierry, de ces interventions. Moi, je ne suis pas dans ma zone de confort, absolument pas. Donc, je n'ai fait qu'apprendre et donc j'ai bien noté toutes vos remarques. Je crois que Céline, tu vas peut-être vouloir rebondir sur ce qui a été dit, toutes les remarques qui ont été faites et puis toutes les perspectives qui sont ouvertes. Et puis, par la suite, j'inviterai les participants à soit poser des questions par chat, soit se manifester pour prendre la parole, étant entendu qu'on vous rappelle que c'est enregistré. Donc, en fonction de ce que vous souhaiterez, nous vous donnerons la parole ou on lira vos questions dans le chat. Peut-être Céline, tu veux peut-être reprendre la parole à partir des remarques qui ont été faites ou des interrogations ou... Non, pas vraiment, parce que c'était vraiment très, très utile et très intéressant et complémentaire à au premier travail que j'ai fait. Et je trouve que c'était vraiment utile et ça remplit parfaitement ce que j'avais imaginé. Donc, je remercie très chaleureusement les collègues d'avoir apporté le regard du technicien et de la pénaliste qui était vraiment, vraiment très utile. On est toujours un peu cloisonné en silo et on croit comprendre vaguement des choses de l'autre matière, et quand on a des mots précis sur sur nos intuitions, bah c'est absolument parfait. Donc merci beaucoup. Je ne prendrai pas plus de temps de parole pour le moment. Alors, je ne sais pas si il y a déjà des questions, soit des discutants peut-être qui souhaiteraient revenir sur des éléments ou des discussions chez les participants. Alors, oui, peut-être une question à l'encontre de Céline. J'ai malheureusement pas encore lu, mais je vais le lire, c'est sûr, le rapport. J'ai vu que du coup, vous aviez effectivement élagué ou éludé la partie micro-émotion. J'ai pas pris le temps de regarder plus en détail le pourquoi, mais voilà, c'est une question naïve, mais parce que effectivement, c'est un outil qui progresse. Je n'ai pas donné beaucoup de détails sur les techniques derrière, mais c'est voilà, c'est des techniques d'amplification de signaux faibles. Donc on a les moyens, effectivement, dès qu'on a un soupçon disons, de mouvement de certains muscles bien repérés aujourd'hui par la biométrie, eh bien, on a les moyens de détecter que peut-être là, il y a quelque chose à fouiller. Et je dois dire d'ailleurs que
nos collègues canadiens sont assez performants aussi sur les méthodes d'investigation, puisqu'on parle beaucoup dans les forces de police de ces auditoires, de ces auditions canadiennes, où on restitue des conditions, disons, de couleur, de sobriété, pour vraiment se concentrer sur l'état de la personne, le mettre en confiance, etc., et provoquer une discussion qui, par recoupement, va mettre en lumière des incohérences. Voilà. Et donc tout ça peut être à l'appui, et à mon sens, c'est souvent des faisceaux de présomption qui permettent d'avancer, à défaut de prouver. Mais voilà, c'est une question naïve. À question naïve, réponse naïve, je l'ai élaguée parce que tout simplement, je ne pouvais pas tout traiter. Et que c'était d'abord, enfin, j'avais le sentiment que tout le monde parlait de la reconnaissance faciale et qu'il fallait déjà faire un premier point sur cette technologie que tout le monde comprenait et voyait. Et évidemment, le travail ne s'arrête pas là. Il faut continuer avec d'autres technologies qui suivent et qui sont peut-être moins connues du grand public et même des chercheurs qui ne sont pas en sciences. Donc, je serais ravie de continuer le travail sur d'autres technologies qui sont peut-être même encore plus prometteuses. Donc voilà, c'est vraiment pour me concentrer sur un objet. C'est aussi, pour étendre un peu la question, c'est aussi parce que aujourd'hui, on est à un stade, s'agissant de la régulation ou réglementation de l'IA, on a un stade où on comprend à peu près le sens et ce qu'il faut faire dans les grandes lignes, dans les grands principes. Mais il faut maintenant être beaucoup plus précis en parlant soit d'une technologie particulière, soit d'un contexte particulier, ou je dirais pas d'une branche du droit nécessairement, parce que tout dépend de quoi on parle, hein. Ça peut être en silo ou plus transversal, mais en tout cas, il faut être précis de ce dont on parle et du contexte d'utilisation. Donc, c'est aussi, c'est parce que je ne pouvais pas tout faire et parce que c'était la technologie la plus connue et la plus populaire, finalement, la plus médiatique, mais aussi parce que je ne pense pas qu'on puisse nécessairement avoir toujours les mêmes réponses à chaque fois selon les technologies. Et là, je crois qu'on a besoin, honnêtement, on a du mal à appréhender la technologie en droit, donc on a vraiment besoin de cerner son objet d'étude, au risque sinon de ne pas être suffisamment précis ou de rester à un stade général qui n'est pas très utile, me semble-t-il. Très bien. Merci. Donc, ravie de continuer sur ces sujets par la suite, hein, Pourquoi avec pas. grand plaisir. Pourquoi pas. Après, c'est des techniques qui sont en cours de... Ce ne sont pas mûres, hein. Donc, Oui. on ne va pas rajouter du risque au risque, mais voilà. Oui, Mais oui. c'est à surveiller, par contre, effectivement. Oui, mais c'est ça. Enfin, si on peut se situer dans la prospective et dans l'anticipation, c'est encore mieux, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que Pardon. Oui, c'est pour rebondir sur la réponse qui a été faite par Céline. Je pense aussi que pour mettre en œuvre les techniques, on a besoin qu'elles soient éprouvées, maîtrisées par les scientifiques eux-mêmes avant de les mettre entre des mains non scientifiques, d'accord, que sont les opérateurs de police ou de gendarmerie. Alors là, la reconnaissance faciale est arrivée à un moment, on va dire, où en termes de certitude, en termes de fiabilité, on peut la traduire en score. Et vous voyez que pour les services de police ou de gendarmerie, ce qui importe, c'est le chiffre, c'est le score. Et c'est ça qui leur donne la clé pour l'utiliser. Lorsque vous évoquez les micro-émotions, pour l'instant, on en est à la lecture par des spécialistes des neurosciences. D'accord ? Et donc, pour l'instant, ça passe par un truchement très subjectif et du coup, on ne peut pas l'utiliser, en tout cas pas dans le cadre véritablement pénal. Alors, on peut faire appel de façon ponctuelle à peut-être un spécialiste qui vous indique que là, il y a un rictus ou alors que la personne a regardé de telle façon, mais de façon tangible, il n'y a rien, j'allais dire, en termes probatoires. Voilà. Donc, on a besoin aussi que la science avance. Voilà, que la science avance avant de pouvoir l'utiliser. Oui, et
pour ajouter à l'ajout. Et ce que disait Eliade, il y a effectivement aussi une question de chiffres et d'efficacité des polices. Et comme beaucoup de ces outils et technologies viennent des États-Unis et que les forces de police sont dans des logiques managériales et de gestion, de résultats, du chiffre, etc., c'est vrai que on a besoin de leur présenter des technologies où on peut leur dire vous allez pouvoir gagner tant de pourcentage d'efficacité sur telle ou telle chose, etc. Et ça, c'est un vocabulaire qu'ils comprennent bien et ça les fait adhérer à la technologie encore plus rapidement. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique du résultat, plus ou moins bon, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un assez bon résultat pour les convaincre d'acheter la technologie. Mais voilà, mais effectivement, c'est à suivre. Mais c'est vrai que par contre, ça met peut-être aussi en exergue le fait ça démultiplie les possibilités et du coup, ça montre peut-être l'urgence d'encadrer tout ça par anticipation, quoi, à défaut d'avoir des outils prêts à l'emploi. Oui, ou alors, en tout cas, d'accompagner, peut-être, c'est la question que je me pose de plus en plus, d'accompagner les polices dans la formation, mais aussi dans le choix des outils, parce que finalement, on frappe à leur porte, on leur dit que c'est formidable, qu'on a un super outil qui fait ceci, qui fait cela. En Amérique du Nord, ça se passe vraiment comme ça, directement de police à police, puisque dans les villes, les polices ont le pouvoir et ont l'indépendance et peuvent choisir leurs outils. Et donc, ça participe évidemment de l'opacité parce que, évidemment, chacun va faire un peu ce qu'il veut, en gros. Et je pense que là, il y a un travail d'accompagnement à faire des juristes et des chercheurs en sciences, c'est évident. Je pense que ça, c'est une investigation intéressante, je pense. Et si je peux me permettre, Céline, comme tu soulignais tout à l'heure, il y a vraiment ce côté marketing, de besoin d'expliquer aux forces de police, ou comme disaient certains, ils arrivent, on va tout résoudre, c'est magique. Sauf que, comme plusieurs personnes l'ont souligné presque dans toutes les conférences, on sait que selon le type de dataset sur lequel ça a été entraîné, non, ça va plutôt reconnaître des personnes de couleur blanche, où ça va mal représenter d'autres populations. Et en même temps, dans certains domaines, je parlais avec certains représentants de la communauté noire dans la grande région de Toronto, où dans certains cas, en fait, la reconnaissance faciale est presque à leur avantage parce qu'ils peuvent démontrer que non, c'est pas parce que on est noir qu'on est la personne. On n'est pas tous les mêmes personnes. Donc il y a des pour et des contre, mais ça, il y a besoin de comprendre la technologie et peut-être de s'assurer que ça fonctionne correctement avant de la mettre sur le marché. Et là, c'est peut-être un peu une question empoisonnée. Céline, tu disais, on sait peut-être ce qu'on devrait faire, ou on n'est pas sûr exactement de ce qu'on devrait faire, mais suite à l'étude que tu as menée, est-ce que par exemple tu vois certaines choses qu'on ne devrait surtout pas faire? Est-ce qu'on devrait aller sur un ban? Il y a eu plusieurs propositions de faire un ban. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Une interdiction, une prohibition? Ouais, interdiction Une interdiction totale, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je dirais que ce qu'on ne doit pas faire, c'est les extrêmes, c'est-à-dire le laisser faire. Et l'interdiction totale, alors bien sûr, en tant que défenseuse des droits, en tant que juriste, etc., on peut se dire oui, il faut absolument pas de technologie, etc. Après, si on est un peu pragmatique et si on voit quand même aussi les aspects positifs que peut apporter la technologie, pas toujours uniquement les aspects négatifs, je dirais qu'il faut quand même se servir de la technologie et se servir des aspects utiles, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, comme on pourrait dire plus basiquement. Je pense que en fait, c'est plus simple de dire on en veut beaucoup, on veut tout ou on veut rien. Là, notre travail, je pense qu'il est de dire ce que l'on veut, pourquoi, et être en capacité de contrôler, d'auditer ces outils et de conseiller les forces de police et évidemment de les faire participer aussi à la création de leurs propres outils en lien avec les laboratoires de recherche. C'est ce qu'ils font un petit peu. Je sais que la gendarmerie essaie de développer des partenariats, des ANR, ce genre de choses avec des laboratoires de recherche. Mais je pense qu'effectivement, il faut aller dans ce sens du partenariat. Mais c'est sûr, de toute façon, la police veut ces outils. Eliette l'a bien dit tout à l'heure avec les JO, avec tous les événements sportifs, dès qu'il y a une foule, on nous dit qu'il faut absolument ces outils. Et le risque, il y a toujours des risques, en particulier terrorisme, il y a toujours des risques.
Donc, je ne vois pas que politiquement, on leur dise non, non, on ne vous donne aucun outil, vous vous débrouillez. C'est pas audible. Et je ne crois même pas que socialement, on puisse dire ça en disant oui, il existe des technologies, mais non, on a décidé de vous faire prendre des risques dans la foule parce que, bon, c'est pas ça non plus que voudrait le public, à mon avis. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une question d'équilibre. Alors, équilibre du droit, mais aussi équilibre des outils qu'on utilise, lesquels, comment, quelles caractéristiques, comment on le vérifie, quelles garanties on doit attendre des entreprises qui développent ces outils. Moi, j'ai une question pour Thierry, si je peux me Oui, permettre. Puis après, on a quelques questions du Ah, public, bah, c'est mais je très vais... bien si le public Non, veut mais, parler. Je non, laisserai, mais bah, en tant que je la poserai conférencière, après alors. Je tu laisse peux le utiliser public. ton droit de conférencière, vas-y, puis après, on Ok. ira prendre les questions Non, du public. justement, ça rejoint la conversation précédente de la recherche au marché. La route, c'est parfois longue. Et comment vous organisez en tant que laboratoire? Est-ce que vous travaillez avec des entreprises fiables, sérieuses, qui écouteraient vos recommandations justement par rapport à vos craintes de vie privée que vous avez évoquées avec un outil que j'ai trouvé vraiment intéressant? Voilà. Est-ce que vous arrivez finalement à faire passer des messages avec certaines valeurs avec les éventuelles entreprises avec lesquelles vous travaillez? alors oui, alors c'est vrai qu'on a eu le cas on a monté au laboratoire par le passé un réseau interne de compétences qu'on avait baptisé Optolac et qui a vu deux, trois technologies assez différentes venir frapper à la porte. Donc, ça a été un peu la motivation de ça. Et ensuite, des concurrents qui sont arrivés, etc. Et on voit bien qu'effectivement, il y a des différences dans les approches, des gens qui ont des réels problèmes techniques et qui veulent les résoudre, et des gens qui viennent effectivement faire du business. Ça, c'est vrai. Et ça renvoie à l'humain, en fait. C'est l'humain. C'est-à-dire qu'on a toutes les populations, aussi dans les entreprises, de la même façon, on retrouve, voilà. Donc je dirais, oui, il existe des entreprises, et je dirais, parfois des startups, parfois pas, qui effectivement ont pour tâche de développer la technique jusqu'au bout. Ce que les laboratoires n'ont pas toujours. Voilà, on s'arrête lorsqu'on a, disons, publier la connaissance. Et quelque part, on s'arrête un petit peu en route parce qu'on n'a pas le retour, les quelques pourcents de la distribution. Voilà. Et donc, oui, je peux témoigner qu'on peut travailler en confiance et faire des choses de valeur avec des entreprises. Après, voilà, il y a des entreprises qui n'ont pas tout à fait le même point de vue et je comprends tout à fait votre remarque aussi, Florian, sur les aspects marketing. Hein. Donc voilà, je crois que Eliette aussi avait bien mis le doigt sur le fait que tout ça devait être dégagé d'un aspect trop marché. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai Peut-être peut-être... juste une chose, Florian, parce qu'on est encore dans le sujet, en 2 mots. Ce que je voulais bien faire ressortir d'un point de vue technique, bien différencier les aspects, je dirais, conditions contrôlées, notamment au niveau de la prise d'image, la prise des données, et des conditions de rue, on va dire, où là, on peut très vite avoir des données très bruitées et du coup, on a vu les effets, les attaques possibles de ces architectures. Donc voilà, en conditions contrôlées, on a quand même des performances qui arrivent à égaler l'humain. Hein. Voilà. Après, on cherche toujours à aller à relaxer les conditions et là, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à mon sens. Parfait, merci beaucoup. J'inviterai peut-être Shada Hazar qui a demandé à pouvoir prendre la parole, à ouvrir votre micro. Parfait, merci. Bonjour, désolée, je ne mets pas ma caméra. Mais en fait, alors je suis étudiante donc à Paris et j'aurais une question peut-être pour Madame Cavagna parce que c'est vous qui avez mentionné le fichier FPR. On sait aujourd'hui en fait que bon, on a une idée quand il y a un contrôle d'identité évidemment c'est une des failles du FPR le fait qu'en fait ce soit très dépendant de la personne qui déclare, enfin ce que la personne déclare lors du contrôle d'identité. Donc soit elle refuse de donner son nom, elle peut donner des faux papiers. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une utilisation si on utilisait la reconnaissance faciale dans les fichiers FPR, est-ce que ce serait probant, est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait faciliter, faciliter le travail par la suite ou on a encore, on ne sait pas réellement encore qu'est-ce qui, enfin,
l'utilité en fait de la reconnaissance faciale dans les fichiers FPR. Je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question, mais... Alors, je vais répondre, mais peut-être quasiment à côté, en ce sens que lorsqu'on examine, moi, il me semble qu'en réalité, si on veut construire une législation qui permette la recherche de personnes recherchées, il faut définir des limites de recherche. Par exemple, effectivement, ça a été censuré par la CNIL, hein, mais lancer des drones pour aller repérer les non-porteurs de masques qui relèvent d'une contravention, là, on est dans l'excès, dans la non-proportionnalité. Donc, un des problèmes du fichier FPR, c'est que je le disais, à mon avis, il comporte là aussi des individus qui relèvent de motifs de recherche très différents et pas nécessairement extrêmement graves. Enfin, l'interdiction de stade ne justifie pas qu'on vous arrête dans la rue. Donc, il me semble qu'en réalité, il n'y a aucun fichier actuellement à disposition qui permettrait d'être suffisamment restreint pour permettre l'arrestation de personnes recherchées pour des motifs, on va dire, au moins qui correspondent à des délits et des crimes. Voilà. Il n'y en a aucun. Donc, il faudrait redéfinir un fichier. Voilà. Il me semble que c'est le fichier ad hoc qui serait le fichier, effectivement, des personnes recherchées, mais wanted, construit ad hoc, qui serait le meilleur système de garantie. Mais il faut établir des choix. Qui mettons dans ces fichiers? Voilà. Et si je peux me permettre, juste pour rebondir rapidement, est-ce que vous pensez, alors que ce soit vous ou même les autres intervenants, qu'en France, l'opinion publique serait apte, même s'il existe un cadre juridique qui réglemente l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police ou la gendarmerie, serait apte à l'accepter parce que on voit que, ok, il y a des expérimentations qui se font, notamment à Nice, on en a vu une, dans la ville de Com en Italie aussi, mais elles se font pas forcément, en tout cas pour celle de Com par exemple en Italie, elles se font pas forcément de manière transparente. Ce qui fait que en fait, ça donne un coup d'avance aux associations, notamment qui défendent les droits de l'homme, pour avoir des actions anti-reconnaissance faciale. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité pour vous que l'opinion publique finisse par adhérer si on la sensibilise sur la question? Ici, il y a un véritable cadre qui protège les libertés individuelles. Alors, je vais vous répondre, mais Céline pourra effectivement traiter la question aussi, hein, puisqu'elle l'aborde dans son rapport, moi, je n'ai pas du tout repris cet aspect, mais cette question d'acceptabilité est essentielle. Hein, vous avez absolument raison de la souligner. Et vous donnez la réponse en même temps dans votre question. La solution, c'est la transparence. Et dans l'affaire citée par Céline, effectivement, de Clairview. Voilà, Clairview. Oui. L'un des problèmes, c'était justement l'opacité totale. L'opacité totale du phénomène de récupération des données et de ce qui a été fait de ces données ensuite. La transparence, c'est une condition préalable à toute acceptation d'un traitement, mais de tout traitement informatique, pas seulement de la reconnaissance faciale. Mais je pense que Céline, tu voudras... Oui, non, mais je vais dans le même sens. Et Shada, c'est une excellente question. C'est que quelle que soit la technologie et quel que soit ce qu'on fait avec l'IA, la question de l'acceptabilité sociale est au cœur. Et les conditions de l'acceptabilité sociale sont d'abord celles de la transparence et de l'information. Ça commence par ça. Et je pense que oui, Clearview AI, c'est vraiment catastrophe. Enfin, c'est vraiment l'hypothèse d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est formidable. On a un bel exemple. Enfin, au moins, on ne peut pas dire qu'on est paranoïaque et que tout ça n'existe pas. Alors vraiment, c'est parfait. Mais bon, sans aller dans ces extrêmes-là, effectivement, même la police ou la gendarmerie ou peu importe, les forces de police doivent quand même informer un minimum. Et quand on discute avec eux, ceux qui sont les plus avancés dans la réflexion et dans la technologie adhèrent à cette idée-là. Parce qu'ils savent très bien que de toute façon, il y aura un rejet. Donc, s'il y a un rejet, ça veut dire qu'on ne pourra pas
qu'on ne pourra pas utiliser les aspects positifs de la technologie, donc c'est quand même un petit peu regrettable. Et on sait aussi que s'il y a un rejet de ce que fait l'État, bah, de toute façon, la nature a horreur du vide et les acteurs privés le font. Alors, ils commencent par le faire de manière illégale, illicite, mais le temps qu'on réagisse, ils se sont installés. Enfin, les GAFA ont toujours fonctionné comme ça, par exemple. Ils savent très bien qu'ils sont à la limite de la loi, voire complètement hors loi, mais enfin, ils le font quand même. Et voilà, on met du temps à réagir. Donc je pense qu'on a tout intérêt, un, pour l'acceptabilité sociale, mais aussi deux, pour que n'importe quel acteur privé ne se mette pas sur le marché. Et Clearview AI, effectivement, est un très bel exemple de ça. Donc, peut-être que vous vous dites qu'en France, on est on rejette en bloc tout ça. C'est vrai, on le rejette parce que c'est mal expliqué. Enfin, c'est aussi parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas pourquoi. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, si au JO on fait rien, on ne dote pas la police d'aucun moyen et si quelque chose se passe, vous pouvez être sûr que la population va évidemment reprocher au gouvernement de n'avoir rien fait. Donc voilà, c'est vraiment toute une question d'équilibre et ne rien faire ou laisser faire, c'est sûr que c'est pas satisfaisant. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses et même pour toute la visio, c'était super intéressant. Merci. Merci Chada. Merci beaucoup. Richard Baron, mon cher Richard, tu avais une question? Si tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Merci effectivement à vous toutes et à vous tous pour cet exposé. Je voulais revenir, ça boucle peut-être un peu, mais bon, il reste que 5 minutes après tout, on va terminer par un point, sur la notion d'explicabilité que Thierry Fournel a présentée. Pour la petite anecdote, moi j'avais commencé il y a maintenant presque 30 ans une thèse sur l'explicabilité dans les réseaux de neurones, et au bout de 6 mois, j'ai dit à ma directrice de thèse, on va dans le mur, je vais changer de sujet, et je m'en félicite. Mais voilà, juste une petite question, est-ce que cette idée d'explicabilité, il y a un rapprochement à faire avec la notion un peu vague pour moi de accountability, qui est une notion plutôt juridique, et de manière peut-être plus fondamentale, est-ce que ceci conditionne effectivement la confiance? Enfin, je vois que l'intitulé de la chaire de Cécile Cassès-Renard était Accountability and Social Trust. Est-ce que ça conditionne effectivement le social trust dont nous venions de parler? En me disant, il y a tout un tas de technologies que nous utilisons de manière très courante, dont on n'a aucune idée du fonctionnement, y compris moi, informaticien, je ne sais absolument, enfin j'ai une très très vague idée de la manière dont mon téléphone portable marche. Et puis, de manière plus pointue pour un informaticien, je dirais, moi, à partir du moment où le logiciel que je utilise n'est pas un code source ouvert, ce qu'il y a dedans, je n'en ai absolument aucune idée avec tout ce que ça peut impliquer. Voilà. Alors, je ne sais pas, ça fait peut-être deux questions différentes. Je préfère la deuxième, personnellement. si je dois choisir, c'est ça. Merci, c'est d'excellentes questions. Et effectivement, quand on parle de accountability ou redevabilité, on a effectivement en tête ces idées d'explication, transparence, information, et pas seulement responsabilité au sens du droit où il faut trouver un responsable en cas de préjudice. C'est effectivement plus large et ça suppose, à mon avis, des obligations en amont du préjudice, mais aussi éventuellement en amont du déploiement des systèmes d'IA. Donc, je trouve que le terme, je préfère redevabilité à responsabilité parce que justement, ça implique tout ça. Et l'explicabilité participe effectivement de cette redevabilité et de la confiance, en effet, et de l'acceptabilité dont on parlait à l'instant. Mais je suis d'accord que ça ne veut pas forcément dire transparence, tout dire, tout comprendre, parce qu'on sait bien que tout est complexe. Mais c'est peut-être aussi et avant tout, d'abord, la connaissance qu'un système est utilisé, qu'un outil est utilisé quand on parle de société, en fait, quand on parle d'usage social, quand on va dans un lieu et quand on a
petit autocollant, attention, il y a une caméra de vidéosurveillance, bah, c'est une obligation légale et je trouve qu'elle a quand même du sens parce que c'est une question de loyauté aussi par rapport aux individus, que les choses ne soient pas prises à leur insu. À mon avis, c'est important quand même pour la société d'avoir un minimum d'information et de transparence. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va expliquer de A à Z un système. Je pense qu'il y a peut-être 1% de la population qui va comprendre, dont je ne ferai pas partie à l'évidence. Donc je ne suis pas sûre qu'on atteigne un quelconque objectif d'éclairer en fait la population. Mais justement, je pense que c'est notre rôle et je pense que c'est intéressant de travailler ensemble, juristes et chercheurs en sciences, en informatique, en données, etc. Parce que il faut peut-être plus donner des indicateurs d'information plutôt qu'un détail technique d'une information que personne ne comprendrait, mais avoir certaines garanties. Et je pense qu'on tend de plus en plus à parler de labellisation, de certification, et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble pour dire il faudrait que le système d'IA il intègre telle contrainte, telle exigence juridique qu'on mettrait en mots. Et du coup, ça veut dire utiliser peut-être tel système plutôt que tel autre, avoir des garde-fous. Pour donner un exemple basique en données personnelles, par exemple, la suppression des données une fois que la finalité est atteinte, il faut mettre en place des systèmes de purge automatique, par exemple. Ça, c'est très prosaïque, on comprend bien l'exemple. Il faut arriver à mettre en place des process identiques en IA, même si c'est complexe, même s'il y a une part d'évolution, etc. On sait qu'on peut quand même guider un minimum. On sait quel est l'objectif quand même qu'on assigne à un système d'IA, ce qu'il est quand même censé faire. Il y a quand même toujours un minimum. Et j'ai pas envie, en tout cas, qu'on se contente de nous dire ah oui, mais comme il apprend tout seul, il va évoluer, il fera tout seul, et donc on peut rien faire. Non, non. Peut-être que c'est pas important si c'est une publicité commerciale pour nous vendre des baskets, mais par contre, si c'est pour une reconnaissance faciale utilisée par la police, oui, là c'est important. Donc on ne peut pas se contenter de ça. Et si certains systèmes ne sont pas suffisamment explicables, ou si on ne sait pas suffisamment ou les superviser ou les semi-superviser, si on ne sait pas leur assigner des objectifs correctement, ou si on ne sait pas mettre en place une boucle itérative pour vérifier l'évolution du système, peut-être qu'il ne faut pas les utiliser pour certains usages. Et donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à déceler parmi tous les dispositifs possibles, ce qui est permis ou pas, ce qui est souhaitable ou pas, en fonction des usages. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on arrive à décortiquer tous les sujets et pas à dire les systèmes d'IA comme ça de manière générale. Donc c'est ça le travail qu'on a à faire conjointement, je pense, aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Céline, pour ces mots qui sont, je pense, des mots parfaits de clôture. Et pour souligner qu'on a vraiment besoin sur toutes ces questions de travailler ensemble et d'avoir autour de la table, quand on développe ces technologies, les scientifiques, les informaticiens, mais aussi les juristes, les gens qui sont comme les gens de la communauté, pour être sûr qu'on développe des technologies qui répondent aux besoins. Et donc, vraiment, merci beaucoup à tous les trois pour vos propos très éclairants aujourd'hui, pour la conversation, les questions. Merci au public. Puis je sais qu'il y a eu quelques échanges dans le chat par rapport aux décisions au Royaume-Uni, la position du ICO ou la commissaire Elisabeth Denham, qui est notre ancienne commissaire qu'on aurait pu avoir. Il fait un excellent travail sur un certain nombre de ces questions. Donc voilà, merci encore à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Et peut-être, Mouna, je te donne la parole pour annoncer la suite de nos activités. Oui. Je remercie aussi les intervenants pour la qualité de leurs propos et des échanges. 2 heures, ça suffit pas. Hein, on pourrait rester encore longtemps ensemble et partager ce moment. En tout état de cause, on donne déjà un prochain rendez-vous puisqu'on ne va pas rester sur notre faim. La prochaine fois, ce sera sur les questions relatives à la santé, donc fin mars. Donc avec comme intervenante Catherine Régis, c'est ça, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, professeure à Montréal.
qui intervient sur ces sujets. Et puis, du côté de Saint-Étienne, d'abord, hein, donc Béatrice Espesson qui sera la première discutante. Et puis, on attend la confirmation hein, d'une autre collègue, donc je ne vais peut-être pas l'annoncer d'emblée, mais on espère qu'elle sera là et qui travaille plutôt en médecine dans la biostatistique. Voilà, donc on s'attache toujours à avoir un regard pluridisciplinaire qui est incontournable et absolument nécessaire pour les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde et merci à tous les participants et à leur fidélité. Je salue Daniel Imbert-Magan qui était là mais qui n'a pas pris la parole et qui aurait pu prendre la parole sur la vidéosurveillance puisqu'il a une certaine expérience en la matière, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci, à bientôt. Merci aux organisateurs. Merci à tout le monde. Merci. Merci Richard. Beaucoup aux organisateurs et aux collègues. Merci. Merci aux collègues. Merci. Merci au public. Au revoir.